Bonsoir, je vais essayer de ne pas vous arracher les oreilles en parlant trop fort dans ce micro. Merci d'être venus si nombreux, si nombreuses encore ce soir pour ce deuxième événement intitulé Esthétique de la résistance, qui est pour moi un hommage à l'écrivain Peter Weiss. Ce soir aussi, c'est un hommage à René Vauthier, dont le film Avoir 20 ans dans les Aurès sera présenté à 8h30, donc après le débat la discussion que nous allons avoir tous ensemble. Je rappelle que René Vauthier est décédé au tout début du mois de janvier, que c'est, si j'ose dire, le paradigme du cinéma engagé. Vauthier a fait des films à ses risques et périls, a même subi la torture, a vécu la prison et a renversé des lois sur la censure en France grâce à ses efforts. Et donc l'événement de ce soir s'intitule Caméra citoyenne, qui est en fait le titre des mémoires de René Vauthier, qui malheureusement, ces mémoires ne sont plus disponibles aujourd'hui. Alors ce soir, j'ai deux invités. Et là, ça y est, j'ai évidemment oublié d'indiquer toutes les informations nécessaires. Alors, Julie Paquet, qui est professeure à l'Université d'Ottawa. L'UQO, entre autres. Entre autres, qui est professeur à l'UQO et qui donc a beaucoup travaillé sur le cinéma politique italien et en particulier sur Pasolini, qui est aussi une spécialiste de Sade. Si je ne fais pas erreur, pas si mon erreur est bonne. Et Sébastien Bage, donc, qui est professeur de cinéma, est-ce qu'on pourrait dire ça, à Longueuil, donc à Édouard-Montpetit, au cégep d'Édouard-Montpetit, et qui, que je connais de très longue date. Et je tenais à avoir un autre regard sur le débat sur l'esthétique de la résistance. Je vous rappelle, pour ceux et celles qui étaient là au tout départ, que le débat portait davantage sur l'implication des militants et des militantes dans une perspective d'esthétique, c'est-à-dire la question était de savoir est-ce que la beauté, en quelque sorte, peut sauver le monde, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons supposer que la politique ne va pas utiliser simplement la beauté, mais que la politique a pour objet la beauté ou a pour finalité la beauté. Et c'est une question donc que j'avais posée à la fois à des militantes et des militants, mais aussi à des intellectuels comme Yannick Marcil, et aussi à des gens qui sont des artisans du cinéma, notamment des gens de 99 Médias, dont nous avons un représentant parmi nous ce soir. Aujourd'hui, le débat se situe plutôt dans une perspective justement d'esthétique, c'est-à-dire il s'agit pas simplement de poser la question de la beauté comme une finalité de la politique, mais de s'interroger si la beauté, dans le cadre du cinéma, est quelque chose qui, lorsqu'on a une fonction politique, qui est ajoutée donc au cinéma, change la donne par rapport aux considérations esthétiques. Est-ce qu'autrement dit, le fait qu'il y ait un objet politique instrumentalise une œuvre d'art, comme par exemple celle du cinéma, ce qui pourrait appauvrir son esthétique au point où celle-ci devient, sinon simplement une façade, ou est complètement rejetée. Et avant de poursuivre, je vais simplement vous donner une anecdote dans les mémoires de René Vauthier. Alors c'est au tout début de ses mémoires. Il est alors tout jeune résistant de 15 ans, et il est dans la résistance, et il lit un vers de Claudel, de Paul Claudel, donc, qui l'éblouit. Alors le vers va comme suit: qu'ils sont beaux les morts de 20 ans, qui gardent un sourire ébloui. Alors lui, il trouve ça extraordinaire. Il dit qu'ils sont beaux les morts de 20 ans, tout ça. Alors il fait lire ça à ses camarades, qui ont aussi 15 ou 16 ans. Et puis vient, je crois que c'est en juin 1944, un groupe de résistants donc, va se trouver fauchés ou complètement décimés. Et tous ses amis, qui ont 14, 15, 16, 18 ans, vont mourir assassinés. Et un de ses amis lui demande de lui rappeler d'où il a tiré les vers sur les sourires éblouis. Et donc Vauthier lui dit c'est Paul Claudel, ignorant qu'à l'époque Paul Claudel avait écrit un éloge du maréchal Pétain. Et donc son ami lui aurait répondu: il faudrait bien fusiller tous ceux qui ont du génie et qui s'en servent pour tromper les jeunes gens sur la mort. Et puis par la suite il lui dit: tâche plus tard de te concentrer,
de te contenter de montrer de vraies images plutôt que de colporter de fausses histoires. Donc pour moi, ça donnait le ton un peu, c'est-à-dire est-ce que la question de la beauté, est-ce que la question de la beauté peut dissimuler la vérité de la politique, et est-ce que la vérité de la politique peut faire évacuer aussi la question de la beauté? Ça, c'est une question que j'aimerais partager avec vous tous. Donc le débat, je vais commencer par poser un certain nombre de questions à Sébastien Bage et à Julie Paquette, puis ensuite on va ouvrir dans la salle. Et il nous faudrait terminer pour être certain de pouvoir nous rendre donc, à la projection du film Avoir 20 ans dans les Aurès vers 8h10 maximum, afin qu'on puisse avoir une courte pause entre les deux moments de cette soirée. Alors, la question que j'aimerais poser tout d'abord, très généralement, à mes deux invités, c'est d'abord à Julie peut-être, quel rapport peut-on faire tout simplement entre cinéma et politique? Est-ce qu'il y existe quelque chose comme un lien intime entre cinéma et politique? Merci. S'entend fort dans ce micro. Merci à Christian pour l'invitation. D'abord, merci à vous tous et toutes d'être présentes. Et merci aussi à la Cinémathèque de permettre ce cycle sur l'esthétique de la résistance et de passer des films aussi importants que le film de Vautier, que vous allez voir plus tard, Avoir 20 ans dans les Aurès, et le film de demain, un film magnifique d'Elio Petri, La classe ouvrière vote au paradis. Pour ma courte intervention introductive, je me suis posé la question, en fait, qui était au fondement de la discussion d'il y a 2 ou 3 semaines, je ne me souviens plus. Est-ce que la beauté peut changer le monde? Et je l'ai reformulé de la manière suivante. Et si était beau ce qui change le monde? Et en ce sens-là, je définirais l'esthétique de la manière suivante. Je dirais que c'est ce qui donne à voir autrement. Donc voilà la définition que j'utiliserai pendant la courte présentation. Ce qui donne à voir autrement. Changer le monde aussi, ça peut vouloir dire mettre en lumière ce que l'hégémon, c'est-à-dire la posture dominante, ce que l'hégémon nous cache. Ce que Pasolini nommerait, en fait, pour lui, l'hégémonie, il la nomme la normalité, la fausse tolérance des démocrates néo-capitalistes. Et j'insiste là-dessus, changer le monde, ce n'est pas donner une recette dialectique de la marche à suivre, mais plutôt faire jaillir les contradictions à la fois du pouvoir dominant et du lieu de la résistance. Et en ce sens-là, je pense que les deux films qu'on va voir aujourd'hui et demain, le film de Vautier et le film de Petri, sont des films qui nous permettent à la fois de voir le monde autrement et de déceler les contradictions à la fois de l'hégémonie et du mouvement critique en marche. Pour moi, dans ce jaillissement des contradictions, il est là le sens d'une tension entre cinéma et politique. Christian m'a brièvement présenté, là, moi je suis docteur en sciences politiques d'abord. Je me suis intéressée là, à la maîtrise et au doctorat sur le sens d'une tension entre art et politique, c'est-à-dire qu'à la maîtrise, j'ai travaillé sur le rapport entre le récit de fondation, l'origine et la politique et la transgression avec Salman Rushdie. Et au doctorat, je me suis intéressée à l'œuvre du Marquis de Sade et à la question de la transgression. Donc, j'ai abordé cette question-là d'abord par la littérature et c'est ensuite seulement sur le tard, c'est-à-dire dans un projet au postdoctorat, que je me suis intéressée à la question du cinéma et de la politique, toujours sous l'angle de la transgression et avec Pasolini cette fois-ci. Et Pasolini m'a appris comment appréhender l'idée de la transgression, mais aussi comment la craindre, parce que cette même transgression-là peut être à la fois reprise par la machine capitaliste, c'est-à-dire récupérée par le pouvoir en place. Le cinéma pour Pasolini, la définition est très simple, c'est la suivante. Le cinéma, c'est la langue écrite de la réalité.
Donc, le cinéma serait ce médium par lequel on fait voir autrement cette réalité-là, c'est-à-dire cette réalité-là qui nous est obscurcie par le réel en place. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que Pasolini, dans ses films, notamment Akatone, va décider de mettre dans le champ de la caméra ce qui est normalement hors champ, c'est-à-dire, par exemple, les sous-prolétaires qu'on ne voit pas habituellement dans la caméra, et Pasolini décidera de les mettre, lui, dans le champ de la caméra. Donc, on revient encore sur la thématique, l'esthétique est ce qui nous donne à voir autrement les choses qui sont normalement camouflées par l'hégémon en place. Au cœur de cette langue écrite de la réalité réside cette volonté constante chez Pasolini de réflexivité. Pasolini ne se situe pas dans une espèce de posture d'avant-garde où il serait l'artiste qui montre aux gens ordinaires ce que serait la réalité. Ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est une posture qui est constamment réflexive et qui vise à quelque part comme une co-émancipation à la fois de l'artiste et du spectateur. Donc, la notion entre l'artiste et le spectateur, elle est brouillée chez Pasolini. Il rompt complètement avec cette position d'extériorité. En fait, ce qu'on voit, c'est non plus un face-à-face, où on montrait dans une optique vraiment combative la différence entre le réel tel qu'il nous est montré et la réalité qui est oppression, mais plutôt un corps à corps. Donc, on passe du face-à-face au corps à corps chez Pasolini, où Pasolini met en scène les mécanismes du nouveau pouvoir, mais tout en montrant sa propre complicité à lui aussi avec le nouveau pouvoir. Donc, il s'adresse constamment à un autre lui-même et il se met constamment en scène dans ses films et il s'interroge toujours sur sa propre place à lui en tant qu'artiste, en tant que poète d'abord, dans la critique du système en place. Et peut-être que on va revenir tout à l'heure sur les films de Vautier et les films de Petry, puis vous allez voir pourquoi j'ai insisté sur cette idée-là, parce que je pense que c'est une thématique qui revient à la fois dans le film de Vautier et de Petry. Peut-être que je terminerai par une phrase de Pasolini qui nous dit, donc, quand on montre le monde autrement, Pasolini, c'est comme une espèce de pessimisme plein d'espérance. Il dit « Je pleure un monde qui est mort, mais moi qui pleure, je ne suis pas mort. » Et donc, il y a cette espèce de position où on cherche à montrer différemment ce qu'est le réel, là où l'hégémonie tend à le camoufler. Puis je reviendrai peut-être sur le rôle de l'esthétisme à ce moment-là, mais je m'arrêterai peut-être là pour l'instant. Merci Julie, ça me rappelle justement une phrase de Vautier, là, au début, dans ses mémoires toujours, où il essaie de définir son cinéma, et il appelle ça « donner le son et l'image à ceux et celles que l'on veut bâillonner ». Ça me semble tout à fait correspondre à ton propos. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Stéphane. Merci. Bonsoir. Excusez-moi. Donc, tu te demandes, Christian, s'il y a un lien, et tu as utilisé le mot intime entre cinéma et politique. J'imagine que, attendu que le cinéma, c'est une formidable machine à faire des représentations et des représentations réalistes, et que précisément l'objet de la politique, c'est une action sur la réalité du monde dans lequel on vit, je répondrai assez positivement à cette question. Il y a un lien, en tout cas consubstantiel peut-être, je sais pas, donc consubstantiel c'est sûrement pas le bon mot, il y a un lien intime, je vais regarder ton intime, entre cinéma et politique. Tu as demandé aussi, est-ce que la politique peut lutter pour une chose belle? Ça me semble évident dans la mesure où on pense que la politique, ou le champ du politique, mais là, il faudra voir si c'est ça qu'on veut dire par là, s'il s'agit de lutter, hein, si la notion de lutte est liée à celle de politique, et si l'objet de cette lutte c'est un surplus de justice, certainement que c'est une chose belle. J'imagine que si l'objet de la politique c'est la justice, la politique ne s'occupe que de belles choses. Mais ça, c'est encore peut-être de l'ordre du slogan là, pour commencer, je sais pas. Christian, aussi, tu m'as demandé est-ce que le cinéma donc, peut s'occuper de politique?
Moi, je reprends ce que je disais, ma réponse c'est oui au départ. Je pense que le cinéma, à partir du moment où il s'attelle à la tâche de donner une représentation des effets sur la vie d'une personne ou de plusieurs personnes, c'est-à-dire d'un groupe de personnes, d'une situation de domination, d'une situation d'injustice, alors le cinéma, oui, est politique. En ce sens, je dirais, parce que tu demandais qu'on réfléchisse à des films qui nous viennent en tête, avec le peu de temps dont je disposais, j'ai pensé, je me suis dit, tiens, est-ce que Les Temps modernes de Chaplin, c'est un film politique? Et je peux répondre définitivement, oui, mais avec la petite définition que j'essaie de donner là, je répondrai oui. Si Les Temps modernes, qui est peut-être d'abord et avant tout une œuvre de divertissement, nous montre les effets aliénants du travail et d'un certain type de travail sur un individu, alors je pense qu'il y a là au moins l'amorce d'un travail politique. J'ai pensé après qu'il fallait peut-être aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que ça deviendrait véritablement politique à partir du moment, et je pense que c'est encore le cas dans les temps modernes, où il y aurait dénonciation, où on sentirait volonté dans ce film qui expose une telle situation de la voir changer, corriger. Je sais par exemple que pour Les Ordres que Michel Brault a réalisé en 1974, excusez-moi si je prends des exemples très communs, hein, mais j'enseigne au cégep et je pars avec des œuvres qui sont au fond du fond commun quasi universel, d'un fond culturel quasi universel, c'est ça que je devrais dire. Les Ordres de Michel Brault est sans doute un film politique au sens où je l'ai dit tout à l'heure, et pourtant Pierre Vallière trouvait qu'il l'était trop peu. Il disait, voilà un film qui d'ailleurs mentionne à peu près rien au sujet du FLQ, mentionne à peu près rien au sujet de... au sujet, je ne sais pas, Pierre Laporte, au sujet de Pierre-Éliott Trudeau, bref, où il n'y a pas cette référence suffisamment précise peut-être, c'est peut-être quand même plus précis que les temps modernes, au monde réel dans lequel nous vivons. Je me disais ce qu'il faudrait, je ne veux pas être trop long, hein, mais c'est parce que là je m'en vais vers, en pensant, pourquoi est-ce que j'ai pensé aux ordres, c'est parce que le film malgré tout commence avec une tentative d'essayer, et puis ça devrait entrer dans une définition du politique au cinéma, donc essayer de modifier, essayer d'arranger, d'améliorer la situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'éduquer au fond, puisque le cinéma est aussi un moyen de communication, n'est-ce pas? Donc essayer d'éduquer. Je pense que le film de Michel Brault, Les Ordres, tout apolitique soit-il selon Pierre Vallière, commençait sur une base qui est intéressante et qui consistait à instruire ses spectateurs au sujet de la forme même du film, avec ces petits effets, sans doute très timides, de distanciation qu'il cherchait à provoquer en mettant, par exemple, dans la bouche de ses acteurs, un dialogue qui disait qu'ils sont dans la réalité. Bon, c'était peut-être déjà un geste un peu politique. Et donc, disant ça, je m'en vais vers la question de savoir, c'est pas seulement une question de représentation, c'est une interrogation sur la manière avec laquelle on représente le politique. Hein. Et bon, là j'ai pensé à 2-3 autres exemples, mais je sens que je deviens déjà un tout petit peu long. Il y a un film qui a priori n'est pas un film politique, c'est un film policier, mais peut-être que les films policiers, parce que la police, c'est sûr, c'est politique. C'est un film plutôt policier, je dirais, ou un film juridique, je ne sais pas, fait par quelqu'un en tout cas qui s'était beaucoup intéressé au droit et qui l'avait même un peu pratiqué. Je pense à The Thin Blue Line d'Errol Morris. Oui. Et alors, si on pouvait dire que ce film est politique, c'est pas uniquement parce que, et ça c'est une chose formidable, je veux dire, quand vous avez fait un film comme ça, vous pouvez arrêter de faire du cinéma pour le restant de vos jours, vous êtes tranquille, qui a sauvé la vie de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il lui a épargné la chaise électrique. Parce que le film est comme une enquête qui révèle que celui, dans ce meurtre d'un policier qui avait été accusé, au fond, était le faux coupable. C'est presque, Hitchcock devient hyper efficace parce que c'est des vraies personnes qui sont graciées. Mais ce que j'aime bien, et c'est pas seulement l'issue formidable dans la réalité de ce film, c'est la manière avec laquelle, et peut-être que Vallière et Brault auraient pu se réconcilier en faisant ensemble un film, la manière avec laquelle, à deux,
non pas nécessairement à deux, tout seul, puisqu'Harold Morris le fait tout seul, il y a moyen de donner plusieurs versions d'un même fait. Ouais, c'est ça qui est assez étonnant dans le Thin Blue Line. Et on pourrait imaginer donc que le cinéma politique serait celui dans lequel on réussit véritablement à donner plusieurs versions d'un même fait, c'est-à-dire plusieurs interprétations d'une réalité. Et le travail politique serait justement dans cette espèce d'aller-retour, cette vibration entre les différentes versions. Bon, dans le film d'Harold Morris, ce qui est beau, c'est qu'il a interrogé des gens, il y a des témoins dans la réalité, et puis à partir de ce que les gens lui ont raconté, il a mis en scène, mais de manière hyper stylisée, ce que les gens lui racontent. Et son espoir au réalisateur, c'était que les spectateurs, voyant les différentes mises en scène, les différentes versions du meurtre, c'est presque de la balistique, c'est-à-dire quelle courbe est-ce que le milkshake fait, le milkshake qui était bu, je pense, par celle des deux policiers qui n'a pas été tuée, c'était une policière, elle a lancé à un moment donné, parce que ça devenait un peu chaud comme situation, elle a lancé son milkshake, l'endroit où est tombé le milkshake, Harold Morris essaye de reconstituer cela, et c'est en comparant les différentes versions qu'on arrive à quelque chose comme une vérité, qui dans ce cas-là était une vérité tout à fait cruciale, parce qu'il en allait de la vie des gens. Donc je sais pas, j'imagine, je connais pas le film politique qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire qui raconte, mais il y a plein de choses que j'ai pas vues, y compris le film qu'on va voir ce soir, peut-être que c'est son cas, où on travaille, je sais pas, peut-être que c'est une manière de ne pas être trop vindicatif, de ne pas être militant sans doute, on me reprocherait que c'est pas un cinéma politique militant, que de donner de trouver une forme, c'est là que je voulais en venir, trouver une forme qui incite à la discussion politique. Quelque chose comme ça. Et puis, est-ce que je devrais... mais je ne suis pas sûr que c'est tout à fait intéressant. Là, il y a un film, et là, je redeviens... bon, non, je n'ai jamais cessé d'être un gars qui enseigne au cégep. Quand je parle de tout ça, c'est des choses que je fais quelquefois avec mes étudiants. Hein. Et il y en a un qui marche très très bien, mais je ne suis pas sûr que c'est du cinéma. Vous connaissez probablement Opération Lune. Opération Lune. C'est un film réalisé pour la télévision en 2002 par quelqu'un qui s'appelle William Carell, qui est un documentariste hein, de télévision. Il a fait plusieurs films. C'est une espèce de spécialiste, lui, en tant que documentariste, de la politique américaine. Il a fait un film qui s'appelle Les Hommes de la Maison-Blanche, dans lequel il a interrogé, un peu comme les Français l'ont fait par exemple avec les premiers ministres, ça s'appelait quelque chose de Matignon, avec les premiers ministres français. Lui, il a fait la même chose, il a interrogé tous les conseillers des présidents républicains, disons, des 50 dernières années, quelque chose comme ça. Donc il y a des gens comme Kissinger, il y a des gens comme Henry Haig, il y a Donald Rumsfeld, bref, toute une série de personnes comme ça. Il a fait un film, le film est très intéressant, ça s'appelle Les Hommes de la Maison-Blanche. On peut difficilement imaginer un documentaire dans sa forme plus conventionnelle. C'est vraiment de la TV, des entrevues qui se suivent, entrecoupées quelquefois d'images d'archives. Il a eu accès aux archives de la Maison-Blanche pour faire ce film. Eh bien, c'est vrai qu'il avait fait ça en 2000, mais deux ans plus tard, il a fait un film qui s'appelle Opération Lune, dans lequel il raconte que c'est Stanley Kubrick qui a fait toutes les images que les Américains ont utilisées pour faire leur propagande après être allés sur la Lune, parce que, raconte-t-il dans ce film, le président Nixon lui-même avait pris la précaution de faire tourner par Kubrick, qui terminait 2001 Odyssée de l'espace, dans des studios à Londres en 68, il avait pris la précaution de faire quelques images qui devaient servir à prouver qu'on était allé sur la Lune, au cas où, par exemple, la pellicule dans les appareils photo casserait, ou que les caméras vidéo tomberaient en panne, etc., etc. Le film raconte tout cela, et d'une façon terriblement crédible. C'est un film sur la manipulation des images qui vous raconte une histoire, disons, de... les images vous ont manipulé, on a fabriqué des images pour vous faire croire quelque chose, et le film évidemment est en train de vous faire croire quelque chose de façon très très habile. Il faut le regarder d'assez près pour se rendre compte comment ça marche, même si probablement que les gens ici dans la salle, à peu près au deuxième tiers du film, commenceraient à voir qu'il étire la forme un peu trop fortement. C'est-à-dire qu'il prend une forme qui est la forme classique, c'est laquelle on est habitué, qui nous dit la vérité à la télévision. C'est-à-dire, vous avez une voix off d'un homme qui parle avec un ton assez grave et qui dit des choses avec des dates, avec des statistiques qui ont l'air donc très crédibles. Et puis il y a des archives, toutes sortes d'archives de la NASA, des archives de la politique américaine, de l'histoire politique américaine, etc.
Et puis vous avez aussi ces gens, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, qui viennent opiner du bonnet et dire oui, c'est vrai, Nixon nous a demandé au fond de faire cette supercherie parce qu'il avait très peur de perdre la course à la lune contre les soviétiques. Et ce n'est qu'aux 2 tiers du film que là, cette forme-là commence à casser un tout petit peu. Il essaie de faire dire des affaires que les images peuvent plus dire. Il essaie de dire, par exemple, que les gens qui ont participé à cette opération ont été tous éliminés les uns après les autres dans des conditions qu'il fait semblant de vouloir illustrer avec des images d'archives, alors que c'est tout à fait impossible. Bref. Là, on a un film qui, pour moi, même si c'est pas exactement du cinéma, c'est plutôt du documentaire télévisuel, précisément met en garde son spectateur, et pour moi c'est une chose tout à fait politique, met en garde son spectateur sur le pouvoir de la représentation, des représentations. Et alors là, moi je vois bien avec des étudiants, là, une fois qu'on est passé par cette étape-là, je n'oserais pas dire parce que c'est terriblement prétentieux qu'on est terriblement émancipé, mais il y a quand même il y a un déclic qui s'est produit, et je n'oserais pas dire non plus qu'on est beaucoup plus libre, mais on regarde les choses autrement, pour reprendre la formule formidable de Julie. Excusez-moi, j'étais un peu long. Merci. Écoutez, pour un philosophe, ça pose une question qui m'est chère, évidemment, c'est celle de la vérité. Parce que je pense que c'est ça, d'abord et avant tout, il y a l'idée que l'on Julie, c'est-à-dire c'est d'essayer de démontrer une vérité qui soit est invisible, soit nous est cachée. C'est ce que Vautier va appeler de donner la parole à ceux que l'on veut bâillonner, le son et l'image à ceux que l'on veut bâillonner. Et puis il y a 2 façons de faire. Il y aura une première qui consiste effectivement, que ce soit par le documentaire ou par un certain type de narration cinématographique, à exposer une certaine vérité. Puis en même temps, il y a le fait que justement, l'idée de l'exposer, cette vérité, l'idée de représenter cette vérité, cette représentation en elle-même peut fausser la donne. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose, pour avoir discuté avec beaucoup de gens qui font du cinéma militant, c'est toujours une question qui se pose. C'est-à-dire, lorsqu'on représente quelque chose que l'on veut montrer, est-ce que l'on n'est pas en train de déformer ce que l'on veut montrer? Puis même en étant fidèle à ce que l'on veut montrer, est-ce qu'on n'est pas en train de souligner quelque chose qui de toute façon parle de lui-même? Et donc ça dénature le propos. Donc c'est une première chose, il me semble qu'on devrait avoir en tête. Et ce que ça me semble soulever aussi comme type de problème, c'est que c'est cette relation de la vérité justement à la représentation. C'est-à-dire la représentation est un geste culturel, et parce que c'est un geste culturel, il y a nécessairement une forme de transformation de ce qui est représenté. Parce que cela dépend évidemment de la culture de celui qui veut représenter, et de la culture aussi de ceux à qui s'adresse cette représentation. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours beaucoup interpellé. Et c'est ce qui fait aussi que, là on en revient à la question initiale, c'est à partir du moment où on se pose cette question de vérité et de représentation, est-ce que le fait de vouloir une représentation qui soit la plus, comment dire, dénudée possible, qui soit la plus vérité possible, qui soit sans phare, sans maquillage, sans scénarisation, etc., est-ce que vraiment c'est cela quelque chose comme la vérité? Puis est-ce que, et dans ce cas-là, on pourrait croire qu'effectivement le seul moyen de représenter la vérité, c'est par l'intermédiaire, par exemple, du documentaire. Et que toute fiction au sujet du politique et de la vérité au sujet du politique serait déjà une forme de trahison, en quelque sorte, du message que l'on veut donner. Or, l'exemple du runnerisme m'apparaît particulièrement pertinent. On peut très bien montrer de la façon la plus sèche possible quelque chose qui est une représentation de la fausseté. Donc on n'a pas besoin de... C'est pas vrai que l'idée selon laquelle on va enjoliver, qu'on va faire une narration, etc., d'enlever tout ça va permettre d'avoir la vérité crue. On pourrait avoir exactement la même démarche, c'est-à-dire l'épurement peut conduire au faux, et de la même façon, au contraire, avoir une narration qui soit, à la limite, indépendante même d'un message politique précis, peut, elle, être source de vérité. Et ça m'amène justement à vous poser la question, quels seraient les degrés acceptables? C'est-à-dire, comment pourrions-nous faire la différence entre, par exemple, pour prendre le cas de René Vautier, mais on n'est pas obligé de parler de René Vautier en tant que tel, mais René Vautier, il y a des films comme Afrique années 50, Afrique 50 en fait, qui est le premier film
anticolonialiste français, qui est un film très cru, très net, avec des images, avec très peu de mise en scène, si j'ose dire. Et puis, Avoir 20 ans dans les Aurès, qui au départ a été fait, avait comme projet une narration avec des moyens beaucoup plus importants que ceux que vous allez voir ce soir. En fait, c'est un film qui a été réalisé dans des conditions très difficiles. Mais on pourrait prendre par exemple Ken Loach. Quelle est la différence entre The Spirit of 45 qu'on a vu il y a un mois et puis Le vent se lève, c'est-à-dire où son film sur la guerre d'Espagne, tout à coup ça m'échappe. Aidez-moi. Land of Freedom, qui est Land of Freedom. Ouais. Et la même chose, pour reprendre tout à l'heure l'exemple que tu donnais au sujet des différentes manières de montrer la vérité. Là encore une fois, je vais montrer que ma culture cinématographique est en train de tomber en miettes, mais ce fameux film de Kurosawa avec la scène de viol qui est narré de plusieurs Rashomon, et qui là aussi est un film qui au départ ne se présente pas comme un message à contenu politique particulier. Évidemment, le viol est un geste politique, mais qui ne se présente pas comme un film politique en particulier, mais qui est en fait une réflexion sur l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'histoire? Et par définition, donc, est un film politique, parce qu'il interroge aussi tout ce que c'est que la reconstruction, le récit de l'histoire suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense que là, on a des éléments, mais peut-être qu'on peut agrémenter ça par la manière dont vous voyez dans l'histoire du cinéma. Et puis, une fois ce tour de table fait, là, peut-être qu'on pourra commencer à voir dans la salle si vous avez des questions ou des commentaires. Oh là là, ok, vaste question. Il y a plusieurs choses que j'aimerais dire. Je vais essayer de ne pas être trop décousue. Premièrement, je chercherais à brouiller un peu nos repères de la distinction entre le documentaire et de la fiction, en parlant par exemple de Cecilia Mangini, qui est la première documentariste femme en Italie, qui est venue nous visiter à la Cinémathèque en 2014. Donc, Madame Mangini a commencé à faire des documentaires, et vous allez dire que je fais un focus sur Pasolini, c'est le cas, donc je l'assume. Les deux premiers documentaires de Mangini sont narrés, donc la narration est écrite par Pier Paolo Pasolini. C'est un peu pour ça que je suis arrivée à Madame Mangini un peu dans mes recherches, qui est une femme exceptionnelle, toujours vivante. Et les premiers documentaires de Cecilia Mangini sont, en fait, c'est classé comme des documentaires, mais ce sont des fictions. Donc, elle met en scène les sous-prolétaires italiens, donc les enfants qui se promènent dans les banlieues italiennes et qui vivent du commerce illicite, c'est-à-dire le vol, etc., le flânage. Et tout est chronométré, tout est planifié, mais ça a une volonté documentaire. Donc, la limite là, entre le documentaire, la fiction, elle est assez brouillée, et ça m'amène aussi à tout ce qui est cinéma-vérité. Cinéma-vérité, on en a beaucoup aussi ici au Québec. À savoir, est-ce que quand c'est le plus dépouillé possible, on est le plus près de la vérité? C'est une grande question à laquelle je ne répondrai pas. Mais par contre, je vais continuer sur la question du documentaire. Je vous ai dit, j'ai comme l'impression que tu sais quand même la réponse que tu te donnerais, mais que tu n'oses pas la donner. Oui, peut-être. Je poursuis sur la question du documentaire et la question de l'esthétisme. Parce que, Christian, tu nous as demandé de réfléchir à des films qui sont pour nous des films politiques, des films pour nous qui nous viendraient à l'esprit lorsqu'on parle de fonction politique du cinéma. Et celui vers lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est un documentaire fait par une documentariste d'exception au Québec, trop peu connue, qui s'appelle Hélène Doyle. Hélène, elle est une des cofondatrices de Vidéo Femmes, donc vraiment une femme d'exception qui a fait un documentaire qui s'appelle « Dans un océan d'images, j'ai vu le tumulte du monde ». Et donc, son entreprise est la suivante. Elle va suivre 5 photographes, ou en tout cas artistes de guerre. 5 photographes de guerre, mais il y en a un qui ne va pas sur le terrain parce qu'il a trop peur d'aller sur les terrains, et donc il reconstruit des maquettes, des guerres auxquelles il ne veut pas assister. Donc, on a vraiment un tableau assez pluriel là, des différentes visions du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est cette vérité
C'est donc cette caméra directe, mais qui est pleine d'inquiétude, pleine d'opacité, pleine de réflexion, pleine de singularités différentes qu'on côtoie tout au long de cette espèce de tourment-là qu'a voulu nous peindre Hélène Doyle. Et en ce sens-là, je pense qu'il y a quelque chose d'infiniment politique dans ce que fait Hélène, qui n'est pas à ce moment-là de son œuvre militante. Bon, elle a fait des films plus militants à l'époque, notamment sur les femmes et la question de la folie dans les hôpitaux psychiatriques. Mais là, on a vraiment une volonté de montrer l'inquiétude motrice d'un rapport au monde en temps de conflit, puis de le montrer dans un rapport qui se veut le plus près d'une vérité, mais une vérité qui va toujours nous échapper parce qu'il y a des immenses silences, il y a des zones d'opacité immenses dans ce film-là, qui, elles aussi, font partie de cette vérité. Donc, la vérité, pour moi, c'est pas quelque chose qui est mis à nu ou qui est complètement transparent. La vérité, c'est aussi ces silences, ces parts d'ombre, cette opacité. Et je pense que Hélène le montre de manière vraiment magnifique dans son film. Peut-être, je ne parlerai pas que de Pasolini, je vais vous parler peut-être d'un autre film, puis après peut-être je terminerai là-dessus pour ne pas être trop longue, mais je ne sais pas si vous avez vu le film La danse de la réalité de Jodorowsky. Donc, M. Jodorowsky qui était ici il y a 1 an, je pense même. Donc, j'ai vu ce film-là assez récemment. J'aurais aimé le voir au moment où il était présent, mais pour moi, c'est un film politique magistral. Et après le film, je me sentais moi-même transformée. J'avais l'impression d'avoir assisté à quelque chose et j'avais l'impression d'avoir vu le monde autrement, là, dans tout le délirium de cirque qu'implique l'univers de Jodorowsky, complètement fou. Et je suis allée sur le site de la Fabrique culturelle, que je vous incite peut-être à consulter. Et on a une interview de Jodorowsky qui nous parle de ce que c'est pour lui faire du cinéma. Et je reprendrai ce qu'il dit peut-être pour terminer. Il nous dit, des fois on va au cinéma, et puis on arrive au cinéma, on est stressé comme ça. On va au cinéma, là, on se détend, on voit un film, et puis après on ressort, puis on est encore stressé comme ça, puis on continue de vivre notre vie. Il dit, pour moi, du cinéma, c'est un film où on arrive, on est stressé, on regarde le film, et on ressort, et on est transformé. On a vécu quelque chose, on a vu le monde autrement. Et pour moi, et c'est peut-être là où je ferais une différence entre un film militant, un film politique, quoique je pense qu'un film militant peut très bien arriver aussi à faire vivre cette espèce de sentiment-là d'avoir perçu quelque chose du réel qui nous échappait, mais sans, encore une fois, le percevoir totalement. Il y a cette fonction-là dans le cinéma politique qui, pour moi, est fondamentale. Donc, quand je disais, là, je termine une dernière chose. Je disais au début, pour moi, l'esthétique est ce qui donne à voir autrement et ce qui donne à voir autrement contre l'hégémonie, par exemple. Donc, si on se dit tout art est politique, ce qui est quelque chose que je défendrais encore là, en tant que post-vieille 68 art, née en 1982. Donc, tout art est politique, oui, mais tout art n'est pas contestation et tout art n'est pas critique. Mais tout art est politique, mais il y en a qui sont politiques du côté de l'hégémonie, mais c'est politique. Donc, ce qui ne se dit pas politique, ça ne cherche qu'à faire renforcer le système dominant, et ce qui, pour moi, est politique et est contestataire ou est critique, et ce qui donne justement à repenser ce cadre hégémonique-là. Merci. C'est drôle parce que le mois dernier, quand on présentait le groupe Menvetkin, on avait exactement la même démarche, c'est-à-dire ce que je n'ai pas pu vous présenter il y a un mois, c'est les films de tendance plus expérimentale, si j'ose dire, du groupe Menvetkin. Et en ce sens-là, une scène, là, ici on est au bar-salon, et puis on voit une illustration de bar-salon. Et là, Fabrice, tu vas m'aider à me rappeler du nom de ce fameux comédien qui danse sur une voiture. C'est Guy Lécuyer, c'est ça. Et pour moi, ça, c'est la scène politique par excellence. Et pourtant, il n'y a pas de propos politique à proprement parler. Mais cette scène, pour moi, c'est une des scènes politiques les plus fortes de l'histoire du cinéma québécois. Je sais que c'est une banalité de dire une chose pareille. Mais, et pourtant, il n'y a pas un sous-texte, il n'y a pas un document, il n'y a pas quelque chose. Voici ce que vous devez en déduire. Est-ce que ce ne serait pas au tour des gens de prendre la parole? Parce que moi,
Je suis sûr qu'ils ont des choses super intéressantes à dire. Ouais, j'ai un peu oublié la question là, mais j'ai noté, oui, bon, dans la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aurait, lorsqu'il est peut-être non seulement politique, mais contestataire et critique, le cinéma se donnerait souvent pour tâche de, bon, je parlais de dénonciation, peut-être de façon avec des gros sabots tantôt, là, mais montrer les prolétaires, montrer les victimes, montrer ceux qui, dans le système, enfin, à cause d'une certaine hégémonie du système, sont laissés dans l'ombre et dans les marges. Il y a un contre-exemple auquel je pense. Et c'est un film que vous avez peut-être vu, il est très récent et on a beaucoup parlé de lui et je crois que c'est un film qui est assez controversé. C'est quelqu'un qui s'appelle Joshua Oppenheimer qui l'a fait, qui s'appelle The Act of Killing. Bon. Je ne sais pas si c'est un film politique. Probablement que oui. Il y a un paquet de problèmes, j'imagine, avec ce film-là, mais là, il s'agit précisément de faire le contraire, c'est-à-dire de montrer les bourreaux, de montrer, appelons ça comme ça, les dominants, même si, bon, c'est plutôt les hommes de main des dominants. Dans ce film, le cinéaste a réussi à entrer en contact. C'est pas très difficile, ils sont partout dans la société, en Indonésie apparemment. Ceux qui ont perpétré les meurtres au milieu des années 60, lorsqu'on a cherché à faire le ménage, à nettoyer, à éradiquer la société indonésienne de tout ce qui avait de tendance communiste. Et ils l'ont fait de manière terriblement brutale et violente. Et ces gens avec qui il fait le film, qui sont donc les gangsters qui ont exécuté avec la collaboration de l'armée, etc. Bon, tout ça, c'est ce qui a conduit à mettre Suharto au pouvoir, hein, et qui est encore au pouvoir aujourd'hui, je pense, en Indonésie. Ces gens qui ont donc commis toutes ces exactions, non seulement vivent en toute impunité dans la société, manifestement, mais sont contents de pouvoir se vanter de ce qu'ils ont fait. Et non seulement, là je parle à des gens qui ont vu le film, je pense, mais non seulement de s'en vanter, mais d'en donner la représentation. À travers, et c'est là qu'on arrive à la question de savoir si c'est la transparence qui dit la vérité ou si c'est à travers une démarche, mettons, de caméra, le cinéma direct, quelque chose comme ça. Non, ce qui semble assez évident, si on veut prendre la défense de ce film-là, c'est que le film, en invitant ces sujets du film à jouer leur propre rôle comme tortionnaires, mais complètement déguisés dans les costumes des films hollywoodiens de gangsters dont ils étaient friands à l'époque même où ils commettaient ces meurtres. Donc de les filmer en train de faire tout ça, c'est peut-être la meilleure manière de montrer à quel point ils vivent dans l'impunité et à quel point il y a quelque chose comme une injustice qui est perpétuée dans la société indonésienne. Ça, c'était... Je crois que ça porte bonheur. En tout cas, je vous le souhaite. Mais bon, je ne sais pas si je rajouterais, je ne suis pas sûr d'aller tout à fait dans la direction de la question qui était posée. Ces jours-ci, je travaille, j'avais jamais travaillé ça de près, sur l'enfant sauvage de François Truffaut, avec des étudiants dans le cadre d'un truc sur les enfants au cinéma. Je pense que c'est un thème un tout petit peu éculé, mais ça ne me fait pas peur. Et je me suis demandé tout à l'heure en venant en bus, est-ce que c'est un film politique, ce film qui a été fait au lendemain de mai 68 et qui parle d'événements qui se sont passés au lendemain de la Révolution française, n'en porte absolument aucune trace, ni de la, je dirais, du trouble, du tourment ou même de la question politique à l'époque de sa production ou à l'époque de ce qu'il représente. C'est complètement évacué et pourtant c'est une relation, en scène qui est dépeinte, une relation de domination très très évidente entre ce scientifique, le professeur Jean Itard, et son enfant. Enfin, ouais, je fais peut-être un raccourci en disant ça, Victor de l'Aveyron. Mais bon, c'est plus une question que je pose. Je prends un peu ton rôle, Christian. Non, mais il n'y a pas de problème. Avant d'ouvrir la salle, c'est drôle parce que Vautier, toujours dans ses mémoires, prend précisément l'exemple de Truffaut parce que pose la question comment se fait-il que si peu de cinéastes n'aient pas osé parler de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire comment se fait-il que si peu de cinéastes en aient parlé. Voilà. Et il dit bon, il y a des gens qui ont essayé, des gens comme Claude Autant-Lara, puis bon, René, ça c'est une histoire assez compliquée dont Vautier parle. Bon, son film a été
quelque sorte interdit. Bon, et le cas de Truffaut, alors Truffaut, quand on lui demandait directement pourquoi il ne prenait pas position sur ces questions-là, il disait « Je refuse de montrer une vérité qui n'appartiendrait qu'à un seul camp ». Et ça, et dans le cas de Vauthier, autant c'est quelque chose que nous pourrions juger noble, qui va tout à fait dans l'esprit de ce dont nous parlons. Et puis pour Vauthier, un peu à la manière d'un Pete Seeger dans les folk songs, pour Vauthier, ça c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est va donc chier. C'est comme du genre, c'est pas vrai, tu peux pas dire une chose pareille. Tu peux pas dire une chose pareille quand il y a autant de gens qui se font assassiner, quand il y a autant de gens qui sont envoyés à la torture, quand l'armée française massacre des gens impunément, etc., etc. Tu peux pas dire qu'il y a une vérité dans les deux camps. C'est faux. Tu peux juste pas. Dans un cas comme celui-ci, c'est pas vrai qu'il y a quelque chose comme une nuance par rapport à un combat. Lorsque des gens sont assassinés, ils sont assassinés. Et il faut démontrer qu'ils sont assassinés. Mais en même temps, ça pose problème, parce que Vauthier était aussi du côté de ceux qui disaient, par exemple sur l'Algérie, c'est allé très loin, Vauthier a été de ceux qui ont été torturés en Algérie, enfin il a été torturé dans une geôle tunisienne, mais parce que le FLN le soupçonnait d'activités qui étaient plutôt du côté du mouvement national algérien. Et Vauthier est revenu en Algérie, il a fait des films qui sont vraiment des films de propagande, et là c'est peut-être le mot que nous n'avons pas encore prononcé ce soir au sujet du cinéma politique, des films de propagande au sujet de l'Algérie, qui sont aussi des films extraordinaires, parce qu'il va parler aux gens, il leur demande de s'exprimer, etc., dans un contexte où ces gens-là, encore une fois, sont dépossédés de toute forme de parole. Alors, peut-être qu'on peut maintenant... ce que je vais faire, c'est que je vais... Et si... Non, ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. Et si certains d'entre vous veulent intervenir, eh bien, je ferai circuler le micro. Moi, je dirais qu'un des cinéastes qui fait le cinéma le plus politique au Québec, ça serait Patricio Enriquez. Quand je pense à un film comme celui qu'il a fait sur Omar, ce jeune, avec du matériel de caméra, de surveillance, il a rendu, on ne peut pas dire beau, mais il a rendu cinématographique une réalité très crue. Et là, je sais, j'ai pas vu son dernier film, mais je sais qu'il est encore en train de regarder des gens qui ont été emprisonnés injustement à Guantanamo. Et à comparer, par exemple, avec Hélène Doyle, qui est un très beau film, où je me souviens de certains personnages, mais c'est pas aussi politique dans le sens que la démarche pour faire du cinéma, ou créer peut-être une certaine beauté, parce que c'est une des forces d'Hélène, c'est de créer du beau, va avoir préséance sur ce que je dirais la réalité brute qui fait mal. Tu sais, tu sors du film de Patricio transformé, ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas du film de Hélène, même si tu as beaucoup apprécié. Fait que, en tout cas, c'est un cinéaste pour moi qui est éminemment politique au Québec. Il y a d'autres exemples, je pense à un gars comme Adam Curtis en Angleterre, qui, par son regard, par sa synthèse de notre système, fait des films qui pour moi sont très très politiques. Mais il y a aussi d'autres exemples, tu sais, je veux dire, le privé peut être politique. Tu sais, j'ai fait un petit film qui a été un plaisir, qui s'appelle Arjuna, sur un artiste trisomique. Et puis, il y a une séquence dans le film où on sent toute la douleur de ce qu'il a vécu comme personne, regardé de travers, comme quelqu'un à part. Donc, c'est pas un film politique, mais il y a un élément là qui devient politique parce que les gens qui voient le film se rendent compte jusqu'à quel point ils ont pu avoir des préjugés, ils ont eu des préjugés. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir avant que... À propos de Patricio Enriquez et du film dont vous parlez, c'est vrai qu'on a souvent...
on est porté à considérer qu'il y a un geste politique quand une cinéaste ou un cinéaste revient sur des représentations qui préexistent à son projet. Par exemple, dans ce cas-là, reprendre les bandes vidéo d'enregistrement du témoignage et au fond, partir d'une représentation qui existe et en révéler la vérité qui n'était peut-être pas si évidente ou qui n'était pas là au départ. Et bon, j'avais pensé à d'autres exemples aussi en fiction. Je pense qu'à une certaine époque, il y a des gens qui se sont mis à, et on appellerait ça de la déconstruction peut-être pour faire vite, voici comment fonctionne le cinéma traditionnel, voici ce que vous voyez et qui au fond est complètement conventionnel et qui vous conditionne d'avance. Mais est-ce qu'on est capable d'imaginer quelles sont des formes tout à fait nouvelles de résistance, je dirais, à tout ça? Ou est-ce qu'on est toujours en train, quand on fait de la résistance, comme cinéaste, est-ce qu'on revient sur des formes qui existent déjà pour les casser? Ma question rapidement, c'est quelles sont les nouvelles formes proposées par le cinéma résistant ou militant? Bon, il y a plusieurs... Oui, vous m'entendez? Oui. Il y a plusieurs questions ici en même temps. Première chose, la vérité. C'est très bizarre, je n'ai pas entendu quelqu'un s'interroger là-dessus depuis très longtemps. Je pensais que la question de la vérité a été réglée depuis Jean-François Lyotard, par exemple. Et vous soumettez un récit sans narrateur, ou avec un narrateur aussi petit que possible, un reportage est plus vrai qu'un poème. C'est une position que je trouve très étonnante au début du XXIe siècle. Et je dirais que il faut comparer peut-être, pour se rendre compte de ce que je veux dire, un récit journalistique de l'osmanisation de la ville de Paris et le comparer avec le poème de Baudelaire qui s'appelle Le Cygne, lequel dit plus vrai de qu'est-ce qui était la charge sociale et affective de cette transformation. C'est une question que je vous pose. Je pense que la réponse est assez... La question comporte la réponse. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il me semble qu'il faut distinguer entre les films qui ont des sujets politiques et des films qui sont politiques par leur économie politique, l'économie politique du cinéma, c'est-à-dire à la fois l'économie politique de l'esthétique filmique et l'économie politique de l'économie du cinéma, c'est-à-dire les rapports de production, les moyens de production, etc. Les questions liées à l'argent, aux gens et aux rapports de production. J'ai été assez étonnée qu'on n'a pas du tout mentionné le nom du grand Jean-Luc Godard. Puisque Godard, qui a très bien expliqué à l'époque pourquoi Z de Costa Gavras n'était pas un film politique. Tout en étant un film, bien sûr, sur un sujet politique, mais réalisé d'une façon tout à fait dans l'hégémon économique de son temps. Et donc complètement disqualifié par le fait même, alors qu'un film comme Les Carabiniers, qui est un film sur la guerre d'Algérie, si le cinéma est sur quelque chose, j'aime pas du tout ça, disons à propos c'est mieux. C'est un film à propos de la guerre d'Algérie et infiniment plus politique dans sa façon de représenter
naît la bataille d'Alger, par exemple, de Pentecôte. Voilà, j'ai cherché tout le temps. Je vais noter autre chose. Un film éminemment politique, par exemple, serait de Godard, de l'époque d'Igaverto, British Leyland, qui, dont la durée ne me vient pas à l'esprit, mais c'est un film extrêmement long où on ne voit que cette usine qui fonctionne, et les gens, et les machines, et le bruit. Et à mon avis, ça amène à un niveau supérieur la démarche de Pasolini dans Acatone, où effectivement il montre quelque chose que, en l'an où il le réalise, je suis terrible avec les dates, c'est quelle année Acatone? 62. En 62, c'est d'ailleurs assez étonnant, qu'en 62, c'est encore quelque chose d'extrêmement innovateur que démontraient les ragazzi di vita, les voyous, en fait. Mais montrer, asseoir un spectateur pour lui montrer qu'est-ce que, non pas le travail dans l'usine, mais l'atmosphère de l'usine, ce bruit invraisemblable que les travailleurs subissent 8 heures par jour, alors que le spectateur le subit 90 minutes, parce que ce n'est pas un film surdimensionné. Donc, comme révélation, quand vous montrez autre chose que ce que vous êtes habitué de voir, ben ça vous montre autre chose que vous n'aurez jamais vu, puisque combien d'entre nous, bourgeois éduqués, diplômés à l'extrême, fréquentent les usines, alors qu'à Catone, ma foi, on peut dire que ça déjà dans son temps, parce qu'après les bas-fonds et tout ça, je veux dire, il y a déjà une culture de montrer les exclus. Donc je vais m'arrêter. Alors, merci. Avant deux mots avant de vous laisser la parole. Simplement, ce que j'ai énoncé tout à l'heure n'était pas une prise de position personnelle en faveur de certains types de réalisme, etc. Si vous voulez qu'on discute formaliste de Lyotard ou de Godard, on peut en discuter. Et puis l'autre chose surtout, c'est que le public ce soir n'est pas nécessairement composé de bourgeois intellectuels qui n'ont jamais milité dans les usines, parce que le cercle de contact que j'ai, notamment des personnes ici qui sont dans cette salle, sont des gens qui travaillent dans les usines. Et puis vous avez aussi des intellectuels bourgeois comme moi qui passent beaucoup de temps à rencontrer les ouvriers dans les usines. Alors, maintenant, Sébastien ou Julie. Mais disons que ce n'est pas le cas de la majorité. Certes. Ok. Il y a quatre petites choses que j'aimerais dire, 4 toutes petites. La première étant tout à fait triviale, je veux rebondir là-dessus. Moi, mon frère fait du galvanisage de pylônes dans une usine à Longueuil, fait qu'on en parle souvent. Ils ont parti un nouveau syndicat, je suis vraiment très fière de lui. Bon. Ceci étant, première chose sur l'Algérie, deuxième chose sur montrer les victimes dont tu as parlé, Sébastien, j'aimerais revenir là-dessus. Je vais peut-être commencer par celle-là, justement. Montrer les victimes, on disait, bon, on montre par exemple les prolétaires ou en tout cas les ouvriers en usine, mais je vous enjoins vraiment à aller voir le film d'Elio Petri demain, parce que ce que j'ai trouvé fantastique dans ce film-là, et là je vous vends pas nécessairement le punch, c'est pendant le film, c'est qu'on nous montre la réalité de la condition ouvrière, qui est extrêmement ardue, il y a même un homme qui perd un doigt, là, donc c'est extrêmement physiquement éprouvant. Mais cependant, on montre aussi que certains de ces ouvriers-là sont, et je pèse mes mots, là, de parfaits salauds envers les femmes. Et c'est montré de manière extrêmement éloquente, et on voit justement l'espèce de rapport ambigu de la lutte et puis de l'intersectionnalité des oppressions, pour prendre un grand thème.
qui est vraiment montré dans le film de Petrie. Et donc là, on peut se questionner, même en regardant ce film-là, à savoir qui est la victime ou est-ce que la victime est tout le temps la même personne. Et il y a cette sensibilité-là dans le film de Petrie qui, moi, m'a vraiment renversée. Donc, première chose. Et autre chose, ouais, je vais revenir sur la guerre d'Algérie et sur Pasolini. Pasolini a réalisé l'Évangile selon saint Matthieu, qu'il a tourné, pour moi, qui est le film, un des plus beaux films de Pasolini, j'aurais de la misère à trancher. L'Évangile selon saint Matthieu, tourné dans le sud de l'Italie, donc dans une région extrêmement pauvre de l'Italie, qui est la région prolétaire, sous-prolétaire de l'Italie. Et bon, le rôle de Jésus est joué par un syndicaliste espagnol. On a des chants d'émancipation des esclaves noirs qui sont chantés. C'est vraiment absolument magnifique. Mais ça sur quoi je veux porter votre attention, et ça fait le lien avec Vautier. Pasolini a dit à Sartre, le soir d'une discussion sur l'Évangile selon saint Matthieu qui avait eu lieu à Notre-Dame, là, ça a fait un gros scandale parce que le sacré et la gauche en France, c'est pas un gros succès. Donc Sartre est le seul qui accepte de rencontrer Pasolini ce soir-là. Et Pasolini lui dit, si j'avais été français, j'aurais tourné l'Évangile selon saint Matthieu en Algérie. Parce que pour lui, le sud de l'Italie est à l'Italie ce que l'Algérie est à la France. Et il y a tout un rapport très particulier de Pasolini avec l'Algérie. Il a écrit des poèmes magnifiques, la poésie sur le tiers-monde, qu'il dédie à Sartre d'ailleurs. Donc il y a tout un rapport Sartre, Fanon, dans le cinéma de Pasolini. Et c'est pour ça que je voulais revenir, c'est sur la question du sujet. Est-ce que c'est un sujet politique? Ce film-là est assez particulier parce que, bon, c'est l'Évangile très classique. Hein, ça a gagné même un prix œcuménique de la part du Vatican parce que c'était tout à fait conforme aux saints écrits. Et à la fois, il y a quelque chose d'extrêmement conforme aux écrits évangéliques, à la fois, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, revendicateur, contestataire, qui donne une voix, justement, à ceux qui ne sont pas entendus. Et puis là, on a une ambiguïté, peut-être, sur le sujet, ou en tout cas... je reviens sur ma définition, là, qui donne à voir autrement la réalité. On a ça en puissance dans le film de Pasolini, qui est peut-être un de ces films qui c'est pas du tout du néoréalisme, là. On est tout à fait dans une autre période de sa vie. Je m'arrête là-dessus. Et si tu nous parlais de la ricotta par rapport à l'évangile de Saint, selon saint Matthieu. Peut-être que c'est là que ça se réalise. Que se réalise quoi? La question politique de l'évangile selon saint Matthieu. C'est là que c'est rendu explicite, je sais pas. Mais ça, c'est juste une hypothèse. Je pense que là, il y a comme une inside que... Ah non, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je vais prendre... Vraiment, je connais pas la réponse, c'est une vraie question. Non, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Il y a quelque chose... en fait, pour moi, La Ricotta, c'est à la fois un film sur la religion, mais c'est à la fois une mise en scène du cinéma dans le cinéma. Donc, c'est plus un film sur le cinéma, sur les bourgeois au cinéma, sur la manière de tourner, avec Wells. Orson Welles, ouais, c'est avec celui qui mange la ricotta, là, qui va s'en priver puis qui en meurt, en fait. Film magnifique, mais le lien avec l'Évangile, je sais pas trop. Parce que le film sur la tournée, c'est un film de biblique. Oui, mais c'est plus une parodie, tandis que l'Évangile, c'est pas ça. Non, c'est ça. Puis il y a le projet Saint-Paul aussi qui arrive après. Je sais pas si je les mettrais sur le même plan, mais je vais y penser. Mais je sais pas. Oui, ils ont toujours été parents comme... Ouais, j'ai jamais vu ça de cette manière-là. Allez-y. Oui, j'ai une question, mais sûrement pas. Véronica? On va voir. Sinon, je vais revenir sur... Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça va? Okay. C'est qu'on parlait tout à l'heure de la vérité, donc je vais revenir sur la question de la vérité, puis je revenais à ce que Sébastien et Maj, vous parliez des différents points de vue de certains films qui montrent différents points de vue sur un même sujet. Puis ensuite, Christian, tu parlais de Truffaut qui, en fait, tu critiquais sa position parce que tu disais, dans certains cas, montrer différents points de vue, en fait, c'est camoufler la vérité, c'est pas la vérité. Parce que la réponse de Vautier à ce que dit Truffaut était de dire tu peux pas accepter une telle thèse. Oui, et tu étais d'accord avec ça. Et je serais assez d'accord que le relatif. Non, tu n'étais pas critique, tu n'étais pas d'accord avec Vautier.
c'est que je peux très... Là, j'ai pas de micro, mais... J'ai peut-être mal compris. Non, non, mais juste rapidement, l'idée ici, c'est que je peux très bien comprendre la position de Vautier. Ce qui ne veut pas dire que je suis prêt à la faire mienne complètement, parce que ce que ça signifie aussi, c'est que Vautier a accepté justement cette réponse-là, au point de souscrire à un cinéma de propagande. Et puis de le faire de manière totalement assumée. Mais je trouve que ça ne va pas de soi. Ça va pas de soi. Mais je peux très bien comprendre quand tu as vu des amis mourir, et quand tu connais le contexte de l'Algérie au moment de la guerre, que la réponse de Crespo devait être extrêmement frustrante. Donc, la question que je me posais par rapport à ça, parce qu'en philo, c'est quand même un point de vue assez... c'est commun, mais c'est un point de vue sur la vérité, c'est de dire que la vérité, c'est quand tu montres les différents points de vue sur le même objet. C'est là que la vérité comme transcende. Je me demandais par rapport à du cinéma politique, dans certains cas, donc je pense que ça ne va pas de soi nécessairement que montrer différents... Parce que dans le journalisme, par exemple, on aime bien montrer un côté, on va voir le syndicat, après ça on va voir les patrons, puis on montre les côtés. Là, c'est supposé d'être la vérité. Je me demandais si, dans un cinéma politique, en fait, de montrer juste un point de vue, c'est un portrait vrai dans la mesure où le reste du temps, c'est d'autres points de vue qu'on voit. Ça renvoie à ce que tu disais quand tu parlais de voir les choses autrement, c'est que il y a comme une voix qu'on entend, l'hégémonie, disons, puis qu'un cinéma politique, ça serait celui qui montrait l'autre côté, qui nous donne un portrait réel, parce que le reste du temps, ce qu'on entend, c'est l'autre. Donc, on n'aurait pas besoin, à l'intérieur de chaque film, de montrer les deux côtés. Mais c'est une question de chose, je ne sais pas. C'est pas... En fait, j'irais même... Je pense pas qu'on a des points de vue... Je reviens à mon idée du face-à-face versus le corps-à-corps. Pour moi, si on dit il y a le point de vue de l'hégémonie puis il y a le point de vue adverse, pour moi, le point de vue adverse est aussi pluriel. Puis et c'est pour ça que je disais ce qui est intéressant, c'est quand on montre le point de vue de l'ouvrier, ben Petry le critique aussi ce point de vue de l'ouvrier. Ce que je pense qu'il fait aussi Vautier, parce que bon, il y a le côté des Algériens, c'est une chose, mais le film que vous allez voir ce soir, ça met en scène un bataillon de résistants antimilitaristes bretons, le bataillon des cheveux longs. Et ils sont antimilitaristes et ils seront poussés à la guerre, un peu à leur corps défendant. Mais le point de vue de Vautier sur ce bataillon-là, il est vraiment... il n'est pas univoque. Il est polyvoque et tous les bataillons ne sont pas traités sur le même plan, ou même plusieurs, vous allez le voir, là, ils sont sujets à certains renversements. Donc c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est de dire... Non seulement il y a un discours qu'on entend, puis il faut montrer un autre discours, mais quand on montre cet autre discours-là, lui aussi il est pluriel, puis c'est comme une démultiplication à l'infini. Je pense qu'on retrouve dans les deux films. Bon, sur le plan algérien, c'est plus compliqué, mais quoique la fin, que je ne vous dirai pas, parce que la fin peut montrer une certaine ambiguïté aussi. Mais bon, à suivre. Je sais pas. Mais... Bah, peut-être, juste pour moi, ce à quoi ça me fait penser, puis ça va faire plaisir à madame, un film qui montre ça, c'est-à-dire la vanité, je dirais, ou peut-être même l'inutilité de multiplier les points de vue de chacun des partis impliqués dans un conflit, disons. C'est un film qui s'appelle Tout va bien, et que Godard a probablement fait avec Jean-Pierre Gorin, après qu'il ait fait subir à ses spectateurs, l'expérience quasi directe d'une journée à l'usine. Là, il montre ce que c'est que de faire le tour quand on est un journaliste, joué par Jane Fonda et accompagné par son... peut-être de manière oblique, là. C'est pas ici ailleurs, c'est Tout va bien, à quoi je pense, mais... Et donc là, il va dans une usine, et c'est complètement... c'est très très mis en scène. Il va dans une usine, et puis il rencontre le patron, et puis il rencontre le représentant CGT, puis il rencontre... c'est juste après mai 68, donc on appelle ça comment, des anarchistes, là, ou des libertariens, je sais pas. Les gauchistes, voilà, merci. Et finalement, bon... oui.
finalement, ça donne pas grand-chose. Personne ne s'écoute parler et la multiplication des points de vue n'arrive pas à la vérité. Et la deuxième partie du film, c'est il faut que le journaliste lui-même, enfin lui qui est un cinéaste, Yves Montand, qui est un cinéaste de la Nouvelle Vague, qui finalement en est un peu revenu, et puis elle, qui est la journaliste américaine en poste correspondante à Paris, il faut qu'ils commencent à s'intéresser sur eux-mêmes, oui. Et la vérité ne sortira que de l'espèce d'examen personnel qu'ils font d'eux-mêmes, et notamment de cette cellule politique peut-être qu'est leur couple. Hein. Et ça devient même une analyse, je dirais, de leur vie très intime, quoi. Mais juste pour aller dans le sens de Véronica, puis après je vais passer la parole dessus, mais oui, mais il y avait juste préciser une chose, le fait qu'il n'y ait pas, le fait qu'il y ait nuance, qu'il y ait plurivocité, peut signifier aussi qu'il y ait un engagement très ferme, une prise de position très ferme, ce qui ne veut pas dire qu'elle est partisane, c'est-à-dire qu'il ne veut pas dire qu'elle est instrumentalisée par exemple, un parti, une idéologie, etc. Mais il peut y avoir, par exemple, une prise de position très ferme à l'égard de certains types de messages. Et c'est justement parce qu'il y a pluralité que le message devient d'autant plus fort. C'est-à-dire que c'est justement parce que j'ai réussi à montrer les choses avec toutes les nuances possibles que je peux me permettre la radicalité de mon contenu. Ce qui, parfois, dans certains cas, ne fonctionne pas parce que la radicalité du contenu évacue justement toute nuance et du coup rend le discours totalement implausible, n'est plus crédible. La radicalité du contenu soit, excusez-moi de commencer par il faut, mais la radicalité du contenu serait la conséquence de la multiplication des points de vue et non pas le point de départ qui empêche de tous les entendre. Ça peut être son objectif. Ouais. Moi je pense qu'on a ça chez Brecht, et je vais laisser d'abord la parole à vous. Moi je veux faire une remarque. Je veux faire une remarque, puis en même temps, je veux poser une question. Moi, ce qui me touche, c'est le fait que je ne trouve pas qu'on est dans une période où l'esthétique d'engagement est très présente dans la société. On est dans une période très, très conformiste. On n'est pas dans un contexte où il y a beaucoup de réception pour les pratiques artistiques de l'engagement. Puis pour moi, les pratiques artistiques de l'engagement, c'est des pratiques artistiques qui réussissent à échapper à l'emprise du conformisme social, à l'emprise du sens commun, et, comme vous disiez, à nous faire voir, à nous faire sentir les choses autrement. Pourtant, depuis environ 50 ans, on a quand même vu beaucoup de films assez explicites, avec des messages politiques assez explicites, puis c'est encore diffusé, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de réception pour ça. Ou s'il y en a, c'est vu de façon un peu superficielle. La question que je pose, si vous considérez qu'on est dans une période où il y en a des pratiques artistiques d'engagement, s'il y en a, où elles sont. Moi, il me semble qu'au Québec, depuis 25 ans, du théâtre engagé, il n'y en a plus. Il y a peut-être un peu de cinéma, mais pour ce qui est de la danse, moi je suis un adepte de la danse. Je vais à l'Agora de la danse, c'est réduit depuis quelques années, il n'y a presque plus personne. C'est pas nécessairement du théâtre, de la danse politique, mais c'est quand même un endroit où on fait, c'est le lieu d'une pratique artistique qui échappe au sens commun. Puis, à mon avis, pour que les messages politiques résonnent, soient reçus, ça prend une culture esthétique qui est capable de recevoir ça. Puis si tu n'as pas de contexte pour, c'est sûr que si tu pars un film dans un cégep, puis que tu touches les étudiants, c'est très bien avec un film qui est très pertinent. Mais si tu n'as pas de contexte pour qu'il y ait un suivi, pour qu'il y ait de la résonance, puis une chaîne de réaction, puis on peut comparer avec d'autres époques, pas si lointaines, on peut comparer à 70, 80, les contextes des années 60, 80, 90. Là, depuis 10 ans, c'est effrayant, c'est à plat, mais à plat. Ça n'a jamais été aussi pire, le conformisme social. Et je dirais que ce conformisme social-là, il est fabriqué
Premièrement, il y a des foyers très importants où il est fabriqué. En éducation, en ce moment, ça n'a jamais été aussi conformiste. Depuis qu'on forme les professeurs, avec la formation en éducation, où on n'a plus de profs d'histoire qui arrivent au secondaire, avec une formation en histoire qui venait nous parler d'histoire de façon passionnée, puis avec des idées critiques. Depuis ça. La psychologisation de la société aussi, qui traverse l'éducation avec les sciences cognitives, qui cherchent à faire des gens performants et qui éliminent toute pensée critique. En plus, bon, on peut parler de la pulsion capitalistique qui jouait déjà dans les années 70, mais dans les années 70, la pulsion capitalistique, elle servait un peu la contestation. Tandis qu'aujourd'hui, elle ne sert plus la contestation. Elle est vraiment en conjonction de connivence avec ce qui se passe en éducation, avec le technocratisme dans la société, avec le scientisme dans la société. Le Dieu aujourd'hui, c'est selon les recherches, selon les recherches. Là, je déborde un peu du sujet, mais pour moi, sans contexte, pas qu'il ne faille pas parler d'esthétique de l'engagement et des pratiques. Mais là, on parle de films précis, c'est très intéressant, mais qui les reçoit, ces films-là? Ça pose la question de la culture en général, dans le contexte de la réception. OK. Très brillant. Je pense que je ne partage pas nécessairement votre constat de pessimisme, notamment post-grève de 2012. Cela dit, je pense que vous avez dit quelque chose d'extrêmement éclairant, pertinent et lucide. C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois qu'on vit dans une espèce d'époque où, et je l'ai dit un peu plus tôt, ce qui se veut anticonformiste, ou en tout cas ce qui se veut transgressif, ça se fait beaucoup à l'intérieur des limites de la machine capitale. C'est-à-dire qu'on observe beaucoup de volonté de transgresser, mais c'est une transgression convenue, en fait. Et ça, c'est une immense frustration pour moi. Et je vais être super bref, parce que je sais que je parle trop, mais je pense que c'est fondamental de retrouver quelque chose comme une espèce de communauté de personnes qui échangent sur l'art. Et là, je fais une pub parce que j'y tiens vraiment beaucoup. Moi, je participe à l'UPOP, c'est-à-dire l'Université populaire. J'ai mis des affiches sur les tables, là, vous avez peut-être vu. On veut créer quelque chose comme une communauté de spectateurs, c'est-à-dire que cette session-ci, on a 3 spectacles à l'usine, on a réussi à avoir des billets pour ceux qui veulent acheter des gros rabais pour ceux qui veulent avoir des billets via l'UPOP. Puis ensuite, on a des cours gratuits avec les artistes, tout ça. L'idée, c'est d'essayer de recréer une communauté de spectateurs, d'essayer de créer cette espèce justement d'ambiance-là où on voit des spectacles ensemble, où on en discute ensemble, où on rencontre les artistes. Puis l'UPOP, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais ça s'adresse à tout le monde. On a des gens en milieu ouvrier, on a des gens en milieu communautaire, on a des universitaires. C'est vraiment un lieu privilégié où tous ces gens-là se côtoient dans des bars, généralement, où il y a de l'alcool en plus, c'est convivial. Mais ça manque, c'est pour ça qu'on a mis ça en place, je pense. Mais moi, j'ai peut-être plus d'espoir parce que je me dis, il y a ça, il y a un mouvement qui est né avec la grève, il y a de plus en plus d'implications, puis je pense que le train est en marche pour sauter dedans. Ce serait un peu décalé maintenant, je vais quand même le dire très rapidement, c'est plus en réaction avec ce qui avait été soulevé précédemment. J'étais étonnée en fait de l'intervention de Mme Dejean, parce que ça avait j'avais entendu totalement l'inverse, c'est-à-dire que moi ce que je retenais des interventions, c'était vraiment que finalement est politique un film qui s'interroge, et là il me semble que la question était moins celle du point de vue, ou de la multiplication des points de vue, qu'un film qui s'interroge sur les formes même du donner à voir, les formes qui donnent à voir. Et un film donc qui s'interroge, j'ai beaucoup aimé cette idée que, et peut-être politique, ce qui vient brouiller précisément la distinction entre le documentaire et la fiction, qui s'interroge sur
dès lors qu'on fait un documentaire, on raconte aussi, on est dans une forme de fiction, mais il me semble, moi en tout cas, c'est ce que j'avais gardé de votre propos, que les politiques ou les interrogations qui touchent les formes même, ce qui donne à voir. Moi, ça me réjouit assez. Par ailleurs, c'est peut-être ce qui nous manque, en fait, de nouvelles formes qui interrogent les formes. Pour sortir du conformisme dont parlait monsieur. Peut-être qu'avant de vous laisser réagir, je vais laisser la parole à une autre personne dans la salle, et puis on va se venir jusqu'à maximum 10. Bonsoir. Je voulais juste peut-être poser une question et peut-être un commentaire en même temps. J'ai réfléchi à la question de la résistance depuis quelques temps. Quand on parle d'esthétique et de résistance, déjà le mot esthétique, il faut le définir. Qui définit déjà, c'est un gros problème. Comme je disais, qui parle, qui décide. Et aussi au niveau de la résistance. Depuis quelques temps, moi je suis algérien d'origine, donc je connais un peu toute la cinématographie par rapport à l'Algérie, les films faits en France, en Algérie aussi. Et par rapport à l'esthétique de la résistance, la résistance n'est-elle pas quelque part réactionnaire, et réactionnaire dans les deux sens, le sens politique et le sens direct. La résistance, elle réagit. Et moi, je me demande pourquoi il y a comme un halo autour de ce concept-là de résistance. Alors qu'en réalité, la résistance, elle ne fait que réagir. Elle n'est pas porteuse de quelque chose de positif. Elle n'ouvre pas des chemins. Elle ne trace pas quelque chose propre à elle. Pourquoi en fait, on parle de résistance comme quelque chose de positif, alors que la résistance ne fait que répondre et réagir à une force qui mène, que vous appelez tout à l'heure la force hégémonique, la force qui domine, et tout. Alors moi, je me dis où est-ce qu'elle est cette esthétique de la résistance. Et aussi à un autre niveau, peut-être si on va sur une autre échelle, on va dire que la résistance pourrait être aussi utilisée, instrumentalisée, manipulée par la force qui mène. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas parler plutôt d'une force qui ouvre au lieu d'une force qui résiste? Voilà un peu ce que je veux dire. Comme on manque de temps, je vais peut-être donner Martin, d'abord à William, c'est ça William? À Martin, très brièvement, puis ensuite vous ferez une synthèse, puis on pourra... Je crois que ça vient avec monsieur un peu, mais que le cinéma politique pourrait être dans les deux camps, je veux dire. Il y a un film qui vient de sortir, qui est American Sniper, de Clint Eastwood. C'est un film que je trouve très politique, mais du camp... on peut dire, capitaliste, pour les armes à feu et tout ça. Donc, parce que ce film-là, c'est pas un film qui porte sur la politique, comme on a fait un peu la division tantôt, mais c'est vraiment un film qui porte sur un sujet qui touche beaucoup de monde et qui porte ce sujet-là vers quelque chose, vers comme un cri, on pourrait dire, de résistance, mais un cri de résistance assez, bon, c'est pas le mien, là, mais je veux dire, ça illustre vraiment une pensée qui est à l'opposé du cinéma, on va dire, politique, dont on parle depuis longtemps. Donc, je trouve que ça vient un peu avec monsieur, où le langage de la résistance peut être vraiment vécu des deux, peut être vraiment vécu, on va dire, de la puissance hégémonique, mais aussi du reste, finalement. Mais ce combat-là d'esthétique et de résistance, je trouve ça intéressant, parce que c'est vraiment, ça met, on va dire, ça mixe les points de vue, comme on a parlé aussi, mais d'une façon très marquée. Au lieu de faire un film où il y a plusieurs points de vue, c'est vraiment là, c'est des cinéastes, des gens qui militent dans des camps différents, mais qui font des films qui sont intéressants, là, on pourrait dire. Donc,
Une dernière question sera Martin, puis ensuite je vais vous laisser intervenir chacun pour clore le débat. Oui, je suis pas d'accord avec mon voisin de table, mais pas du tout. Je pense que derrière la résistance, il y a des valeurs. Quand on résiste, quand on proteste, quand on réagit, c'est toujours au nom de valeurs, c'est au nom de la liberté, c'est contre des formes de domination, contre des formes de répression, parce qu'on envisage un ailleurs, une autre manière de faire, une autre manière de dire, de montrer, de démontrer. Donc, pour moi, la résistance, elle est totalement positive, elle est même fondamentalement créatrice. On peut le voir justement, c'est ce qu'on essaie de voir à travers les discussions qu'on a depuis un mois, puis à travers les films qu'on regarde. Par ailleurs, une petite chose que je voulais dire, c'est que, justement, moi, je ne suis pas certain que la question je pense que c'est une fausse question que de se demander si un film doit être réaliste, doit y avoir un commentaire, pas de commentaire. Il y a des films de nature politique qui sont des fables, des fables absolument fabuleuses, qui peuvent parfois se permettre de dire ce que de façon plus directe, on verrait comme des transgressions de tabou, puis on réagirait contre la transgression sans comprendre le message à ce moment-là. Je trouve un peu trop fatigué pour voir des exemples concrets, mais je me rappelle en avoir déjà. Les films de l'Europe de l'Est, oui, exactement. Alors, peut-être Sébastien, veux-tu commencer, puis ensuite Julie? J'ai super hâte d'aller voir le film de René Gauthier. J'ai jamais vu ces films. Je ne sais pas comment finir, très franchement. Je vous écoute poser des questions et parler, et avant que monsieur fasse cette intervention, qui était très stimulante sur l'impression qu'on peut avoir en effet que les choses sont un peu bouchées aujourd'hui et qu'une véritable expression, disons, de résistance ou d'engagement est de plus en plus rare. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne vois pas tout et je ne suis pas partout en même temps, alors que c'est ce qu'il faudrait faire évidemment pour arriver à quelque chose de tout à fait juste. Mais ce que je vais dire très naïvement, de participer à une soirée comme aujourd'hui, ça donne envie d'écrire et de faire des films. Voilà. Bon. 3 choses. Si mes étudiants étaient dans la salle, ils seraient morts de rire en ce moment parce que je fais toujours des points. Je vais dire 3 choses. Le premier point se divise en 3. Puis bon, 3 choses, mais je vais faire ça vite parce que c'est quand même le mot de la fin. Première chose. On a parlé de plurivocité en disant la plurivocité, c'est tous les points de vue possibles. Je pense pas que c'est ça. La plurivocité, je pense pas que c'est tous les points de vue possibles parce que je pense pas que tous les points de vue sont égaux. Quand je parle de quelque chose de plurivoque, c'est quelque chose qui fait voir plusieurs points de vue, mais tous les points de vue possibles. Je pense pas que 1, c'est possible. 2, que c'est valable si on veut faire quelque chose d'engagé. Deuxième chose, tout est politique, mais pas tout est contestation. C'est exactement ce que je disais. Je pense que pour moi, tout est politique, mais c'est pas tout qui est du côté de la résistance. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre intervention. Dernière intervention sur la question de la résistance et de la réaction. Et là, je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que la résistance est la réaction ou est-ce que la résistance cherche à promouvoir quelque chose d'autre? Et c'est une question que je pense qui est fondamentale. Premièrement, la résistance peut être manipulée, peut être conduite vers une espèce de lendemain qui chante. On le sait, on en a entendu parler, ça n'a pas marché, ça a plutôt mal marché en tout cas. Donc, il y a la question de la manipulation. C'est pourquoi, au tout début, je questionnais la valeur de la dialectique, ou en tout cas des films dits politiques qui nous donneraient une marche à suivre. Genre, voilà comment ça marche, la dictature du prolétariat, puis après ça, tout va bien aller, les lendemains qui chantent. D'ailleurs, c'est un peu la finale ironique du film de Petrie que vous allez voir demain, là, cette espèce d'idée qu'il y aurait un paradis des ouvriers, hein, la classe ouvrière s'en va au paradis. Et je pense que votre intervention elle est extrêmement significative parce que vous dites résister, mais résister, OK, mais est-ce que c'est une réaction et est-ce qu'il y a une alternative? Le discours dominant aujourd'hui dans lequel on est pris est extrêmement puissant, c'est le TINA de Margaret Thatcher, « There is no alternative ». On réagit, mais on ne propose pas d'alternative. On est pris dans cette réaction-là et ça témoigne, je pense, de la puissance du discours de Margaret Thatcher. On est contre la hausse des frais de scolarité, on est contre la coupe dans... Oui, mais on veut quoi? Qu'est-ce qu'on propose positivement? Puis là, je vais faire ma propagande personnelle. Moi, je crois beaucoup aux théories du commun, c'est-à-dire
au retour d'un imaginaire communal autour des imaginaires de la Commune de Paris, de la Commune de Berlin. Et s'il y en a qui sont intéressés par ces imaginaires-là, je vous invite à aller lire le livre de Pierre Dardot et Christian Laval sur le commun, ou en tout cas les pensées du commun d'Éléonore Ostrom, qui est une écologiste qui a reçu le prix Nobel de la paix. Moi, je pense qu'elle est là, l'alternative. Est-ce qu'on en entend parler beaucoup? Non. Est-ce que c'est utopique? Peut-être. Est-ce qu'on entend peu d'alternatives en ce moment? C'est vrai. On est constamment dans une réaction. On essaie de garder des acquis d'un État social-démocrate qui nous a conduits là où on est. C'est une position un peu paradoxale. Je pense que vous avez vraiment bien fait de le soulever. Mais je pense qu'il ne faut pas se résigner à penser qu'il n'y a pas d'alternative. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, la question aussi qu'on pourrait soulever, c'est, pour aller dans le sens de ce qui a été discuté tout à l'heure, c'est est-ce que ce genre de soirée aurait un sens, a encore un sens ailleurs que dans une cinémathèque? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer encore aujourd'hui des lieux, que si on a parlé des usines, pour prendre le lieu paradigmatique, là, mais c'est pas nécessairement dans les usines que ça se passe. Mais il y aurait exactement le même genre de discussion, ou dans des petits villages, dans des centres culturels de petits villages. Est-ce que c'est quelque chose qui est disparu, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe encore, ou est-ce que c'est réservé justement aux centres métropolitains, ce genre de choses? Ça, je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Et puis, surtout, je vais conclure en vous invitant justement à la dernière phase donc, de ce cycle, qui va avoir lieu le 12 mars, 12 et 13 mars, avec le film de Géco 24 heures ou plus, dont un des protagonistes est Jean-Marc Piot. Et Jean-Marc m'a fait l'honneur de venir participer à un débat. Je vous annoncerai aussi la liste des autres invités qui accompagneront donc Jean-Marc. Il s'agira d'avoir une démarche peut-être un peu plus historique et plus spécifique à l'histoire des luttes sociales au Québec, mais toujours avec en trame de fond donc, cette question du rapport à la beauté, du rapport à l'esthétique. Donc j'espère que cette soirée vous a plu et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses donc, à venir assister au film de René Gauthier donc à 20h30. Merci beaucoup. Ceci conclut donc cette web-diffusion de la soirée esthétique de la résistance sur les ondes de 99media.org. N'oubliez pas de suivre mon compte Facebook et ou Twitter, ainsi que le compte de Facebook et Twitter de 99media.org pour rester à l'affût de l'actualité quotidienne et découvrir le moment de la prochaine web-diffusion. Merci à tous, passez une excellente soirée.